Bonjour et bienvenue dans Poire et Cahuète, le nouveau podcast de Slate.fr consacré à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef adjointe de Slate, et dans chaque épisode, on va discuter d'un essai avec Jean-Laurent Casselli. Jean-Laurent, t'es journaliste et essayiste. Salut. Salut Hélène. Et on accueille cette semaine autour de cette table Jean-Marie Potier, journaliste indépendant. Jean-Marie, toi tu viens notamment de publier dans Sciences Humaines un dossier sur les nouvelles fractures démocratiques. Salut. Bonjour Hélène. Et Elena Scappaticci, éditrice chez Arché et journaliste aussi. Salut Elena. Bonjour. Alors cette semaine, on s'intéresse au livre Les deux clans, la nouvelle fracture mondiale de David Goodhart, qui paraît ce 13 novembre aux éditions Les Arènes. David Goodhart, c'est un peu l'équivalent britannique de notre Christophe Guilluy national, le géographe qui a théorisé le concept de la France périphérique. Sauf que Goodhart, lui, il a distingué au sein de la population britannique les somewhere, qui ont été traduits en français par les quelque part, et les anywhere, traduits par les partout. Son modèle a vocation à s'appliquer à d'autres pays, comme la France et les États-Unis. Jean-Laurent, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu ce que sont que ces deux clans, les partout et les quelque part ? Oui, alors commençons par les partout, puisque ce sont, selon l'auteur, ceux qui ont gagné la nouvelle lutte des classes. Ils représentent 20 à 25% des Britanniques. Goodhart donne comme exemple quelqu'un qui travaille à Londres dans la finance ou un universitaire. Ce sont des gens qui ont fait de bonnes études, qui sont partis de leur ville natale pour occuper un emploi qualifié et qui ont comme valeur ce que Goodhart définit comme l'individualisme progressiste. C'est-à-dire que c'est un mélange d'ouverture et de tolérance, notamment en matière de diversité et de genre, mais aussi d'esprit très compétitif, scolairement parlant. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, en résumé, si vous avez fait une école de commerce ou Sciences Po, que vous avez étudié à l'étranger et que vous occupez un poste qualifié en région parisienne, si vous prenez l'avion ou le TGV régulièrement et que vous nous écoutez sur Slate, il est fort probable que vous soyez vous-même un membre du clan des partout, selon David Goodhart. Passons au clan des quelque part, qui représente environ 50% des Britanniques. Alors Goodhart donne comme exemple de quelque part un retraité de la classe ouvrière, un lecteur du Daily Mail, un fermier écossais, un ouvrier du Newcastle ou une mère au foyer de Cornouailles. Alors vous l'avez compris, ce sont des gens beaucoup plus sédentaires, des gens qui sont très attachés à un groupe et à un lieu en particulier. Vous savez, ce sont ces gens qui postent des photos de leur famille ou des gifs de petits animaux sur Facebook plutôt que des tribunes sur la politique de Trump ou des pétitions pour le climat. Alors le problème que pointe Goodhart dans sa typologie binaire des partout et des quelque part, c'est que les partout, même en étant environ 20% de l'électorat, ont eu tendance à prendre leur cas pour une généralité et ont trop souvent confondu leurs intérêts propres avec l'intérêt général. De fait, ils ont déclenché une réaction politique forte, qui est la réaction politique populiste dont tout le monde parle dans nos pays. Et terminons en rappelant que, si vous avez bien compté, il manque à peu près 30% de la population qui est l'entre-deux, c'est-à-dire qui est ni complètement partout, ni complètement quelque part. Alors déjà, pour commencer, dans cette émission, on a un petit exercice qui est de demander à chacun de nos invités comment est-ce qu'il se définit politiquement ou idéologiquement, histoire que vous sachiez un peu qui est autour de cette table. Elena. Alors moi je dirais que je suis une partout mais pleine de mauvaise conscience de classe. Et toi Jean-Marie ? Alors les bons jours, je dirais électeur de centre-gauche et les mauvais jours, électeur déboussolé. Bon bah moi je me définirais comme islamo-gauchiste, pour faire simple. Et moi plutôt de gauche réac pour équilibrer. On a à peu près 4 partout autour de cette table, mais pas tout à fait. On va voir qu'il y a un peu plus de nuances que ça. Jean-Marie, toi t'as un précurseur parce que t'avais lu le livre de Goodhart dans le texte, en anglais, dès sa parution au Royaume-Uni. C'était en 2017. Tu y avais d'ailleurs consacré un article sur Slate.fr à l'époque. 2017, c'était juste après le Brexit. Est-ce que tu peux nous dire comment le livre a été reçu au Royaume-Uni ? Est-ce que le résultat du référendum sur la sortie de l'UE prouvait que Goodhart avait déjà vu juste ? Alors sur la réception, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Goodhart a très bien réussi son coup en termes, on va dire, marketing, c'est-à-dire que Somewhere Anywhere, la presse britannique aujourd'hui est peuplée de Somewhere Anywhere. Il y a eu des élections d'ailleurs juste après la parution du livre en juin 2017 gagnées par la droite et c'était vraiment présenté comme l'élection des Somewhere contre les Anywhere. Et par ailleurs, le concept est aussi devenu international. Moi, j'ai vu récemment l'élection canadienne là de cet automne, c'était Somewhere contre Anywhere. Les récentes élections locales en Allemagne, la presse allemande disait Somewhere contre Anywhere. Donc de ce point de vue-là, en tout cas, ça a réussi. Après, sur la réception, ce qui est amusant, c'est que c'est un livre plutôt pro-Somewhere, mais qui est à destination d'un public globalement plutôt Anywhere et d'une presse plutôt Anywhere, donc c'est quand même cette presse-là qui s'en est emparée et en gros qui à la fois respectait le travail de Goodhart, a trouvé que c'était un travail intéressant, fouillé avec beaucoup de statistiques de recherche et souvent disputait ses conclusions ou ses préconisations. C'est vrai que c'est un antagonisme assez séduisant parce que c'est plutôt binaire, on peut tous s'identifier à l'une ou l'autre des catégories et c'est un modèle qui peut être appliqué dans plein de pays différents. En France, on pense d'emblée aux gilets jaunes. Elena Scappaticci, est-ce qu'on peut dire
dire que ces gilets jaunes sont l'archétype des quelque part français? Effectivement, en fait, de prime abord, c'est hyper séduisant parce que Goodhart, il a eu cette intuition géniale de poser le critère de la mobilité comme le critère d'analyse neuf de nos sociétés contemporaines. Et on a l'impression qu'en fait, quelques mois après, les Gilets jaunes étaient la confirmation de ça, parce que effectivement, certains analystes l'ont perçu très tôt, donc toi, Jean-Laurent, avec les ronds-points, il y avait cette question du rapport à la mobilité qui était au cœur du déclenchement du mouvement. Sachant que cette mobilité, c'est une mobilité à la fois géographique, donc ça va être la possibilité ou non de pouvoir se déplacer à la fois dans l'espace national, mais dans l'espace mondialisé. On avait vraiment cette opposition entre les gens qui étaient dans ce qu'on peut appeler le périurbain subi, qui étaient enracinés, et ces populations des grandes métropoles qui avaient un rapport à l'espace beaucoup plus libre. Et effectivement, ça se doublait d'une dimension métaphorique avec effectivement la question de la mobilité sociale. Donc il y avait cette question de la mobilité sociale et géographique qui a surgi avec les Gilets jaunes et qui nous donne envie de donner raison quand même à Goodhart. Et puis il y a aussi cette question de la reconquête en fait d'une visibilité qui était très très présente dans le mouvement et que Goodhart analyse également assez brillamment dans le bouquin, je trouve, avec la volonté en fait de poser une identité culturelle face à celle des élites mondialisées, mobiles, qui peuplent les métropoles. Et dans les Gilets jaunes, le gilet jaune en lui-même est déjà un symbole de ça, en fait, de cette volonté de visibilité dans l'espace public qui a surgi chez ces populations enracinées dans les espaces périurbains. C'est notre quelque part à nous, en fait, le gilet jaune. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment c'est assez extraordinaire de voir à quel point cette intuition de la mobilité comme critère de séparatisme social désormais s'applique assez bien avec le mouvement des Gilets jaunes, et en même temps tous les critères d'identité culturelle qu'il a identifiés pour moi, recoupe assez bien aussi le séparatisme actuel dans la société française. Justement, est-ce que ce découpage-là, il se retrouve aussi sur l'échiquier politique français? Est-ce qu'on peut dire à gros traits que la République en marche, c'est les partout, et que le Rassemblement national, c'est les quelque part? Jean-Marie Potier? Oui, on peut le dire. En fait, il y a un passage du livre de Goodhart où il explique que les partout, ce sont ce qu'il appelle le double libéralisme. Donc, libéralisme économique plus libéralisme culturel, sociétal, ce qui correspond en gros à peu près à la ligne, alors, avec des variations, de la République en marche. Et en face, le Rassemblement national a la ligne symétriquement inverse. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a un parti qui avant était économiquement libéral et socialement conservateur, qui était le parti gaulliste, les Républicains, qui a tenté de se rapprocher des Somewhere, mais sans convaincre aux dernières élections européennes, avec un résultat catastrophique, puis ils ont fini à 8%. Et tous ces dirigeants, à l'été 2018, disaient, ce que j'ai lu cet été, c'est le livre de David Goodhart. Donc voilà, apparemment ils l'ont lu, mais ils n'ont pas réussi à transposer ça dans politique et à convaincre. Si on entre un peu plus dans le détail du livre de Goodhart, il y a deux thèmes majeurs de fracture entre les partout et les quelque part qui distinguent. Donc la mobilité dont tu nous as parlé, Elena, qui comprend aussi un volet immigration dont on va parler juste après. Et sinon, la deuxième ligne de fracture, c'est le niveau d'éducation, donc le fait d'accéder ou pas aux études supérieures. Je vous lis juste un passage qui est assez représentatif. Donc Goodhart écrit: on observe aujourd'hui dans les familles des classes moyennes et moyennes supérieures une focalisation sans précédent sur l'amélioration, ou au moins la perpétuation du statut social des enfants. Une sorte de course aux armements dans tous les domaines. Place dans les meilleures écoles publiques ou privées, professeurs particuliers, stages en entreprise. Ça, on le voit y compris en France. Aux États-Unis, ça devient même caricatural avec les places en crèche qu'on essaie de choper dès la naissance des enfants. Jean-Laurent, toi, ça a fait tilt avec des travaux que tu avais déjà menés, je crois. Oui, et puis c'est vrai qu'on pense à la course à l'armement pour le diplôme, qui est un sport national français depuis des années. Il faut peut-être remettre un peu de contexte là-dedans, comme le fait Goodhart. Il repart des années 90, qui est vraiment la décennie de la mondialisation heureuse, où on explique que tous les emplois d'usine vont disparaître du territoire occidental, qu'ils vont être remplacés par des emplois du tertiaire supérieur, c'est-à-dire que tout le monde va faire de grandes études et occuper un job de consultant dans un open space. Et il cite par exemple Gordon Brown, qui au milieu des années 2000 explique qu'il y aura à peu près 500 000 emplois non qualifiés dans toute
la Grande-Bretagne, alors qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 12 millions. Donc, en fait, les élites économiques là-dessus, on se sont trompés, mais de manière absolument magistrale. Et ce qu'on a vu, c'est plutôt l'explosion des emplois de services peu qualifiés. En Grande-Bretagne, en France, à peu près partout. L'ubérisation ? Donc, ouais, notamment la fameuse ubérisation. Et ça, c'est un vrai souci par rapport à l'idéologie des partout, qui est l'idéologie de la méritocratie scolaire. Pourquoi ? Et là, je pense qu'il faut s'y arrêter, parce que c'est vraiment un des passages et une des pièces argumentatives les plus novatrices et les plus convaincantes et voilà les plus puissantes de Goodhart. C'est qu'en fait dans la logique des partout, les gens les plus compétents font les meilleures études et occupent les meilleurs postes. Donc on pourrait dire en termes de justice sociale, personne peut s'opposer à ce type de raisonnement. Le problème, c'est que par définition, il y a toujours 50% des gens qui restent en bas dans une société méritocratique. Et le problème, c'est que ceux-là, les partout ont eu tendance à ne pas vraiment les prendre en considération. Je vous cite rapidement deux petits extraits. Goodhart dit il n'y a pas de honte à ne pas aller à l'université quand seulement 15% d'une classe d'âge y va, mais c'est une autre affaire quand ils sont 45 à 50%. Et donc le public reçoit pleinement le message qui est la voie universitaire est la plus désirable. Et un petit peu plus loin, il dit en parlant des partout, et je pense notamment de la gauche méritocratique, les partisans de la mobilité sociale prennent rarement la peine de réfléchir à l'effet de leur discours sur ceux qui ne gravissent pas tous les échelons. Or, c'est le cas de 50% de la population par définition. Une société individualiste et compétitive juge les accomplissements plutôt que la valeur de la personne. En conséquence, ceux qui réussissent moins risquent constamment de nourrir une mauvaise image d'eux-mêmes. C'est un aspect inévitable de la vie moderne, certes, mais c'est contradictoire avec la promesse égalitaire du droit du citoyen à la sécurité et à une vie digne, voire à la reconnaissance et à l'estime. C'est vrai, Jean-Marie Bottier, c'est mathématique, tout le monde peut pas grimper. Tout le monde peut pas grimper, ouais. Et pour rebondir sur ce que dit Jean-Laurent, ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, même les 45 ou 40% qui vont à l'université ne trouvent pas forcément des emplois qui correspondent à leurs qualifications ou à leurs aspirations, et donc ressentent aussi un sentiment de frustration. Et de déclassement et d'imposture, oui. Et ça sape complètement, notamment les bases, de la électorale de la gauche, en fait, qui se font de cette économie de la connaissance. Et c'est Piketty dans son dernier livre qui dit qu'aujourd'hui, la gauche, c'est la gauche brahmane. Donc les savants des sociétés de caste indienne, sauf que nos sociétés comptent pas 50% de brahmanes, donc on assiste à ce rétrécissement de l'espace de la gauche qui s'est positionné là-dessus. Et le problème, en fait, c'est que du coup, cette idéologie des partout reposant sur la méritocratie et donc l'acquisition aussi d'une compétence liée en fait à l'intellect, aux professions intellectuelles supérieures, etc. C'est aussi un soft power qui influe dans tout le reste de la société, et c'est ça le drame. C'est parce que du coup, on a redéfini complètement les critères qui faisaient qu'on pouvait être reconnu au sein de la société à tous les échelons. On a redéfini ce qui faisait de vous un homme digne dans votre travail, etc. Et moi, à côté de ça, du coup, pour repartir de la situation française, j'ai lu l'analyse que fait Benoît Coquart de ceux qui restent. Il s'est penché sur la population, en fait, de ceux qui justement subissent leur situation périurbaine. D'ailleurs, rien que le titre, ceux qui restent, c'est incroyablement quelque part, quoi, comme le livre paru analyse. à la Découverte ces jours-ci, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est incroyable de voir à quel point ces gens-là, certains, se sentent complètement dépossédés de toute forme de reconnaissance sociale, précisément parce qu'ils ne sont pas diplômés. Donc on en est arrivé à valoriser un modèle qui de toute façon ne récompensera qu'une partie de la population, c'est mathématique, mais en même temps du coup il y a tous les laissés pour compte qui ne peuvent pas trouver une forme de dignité, de légitimité dans le travail maintenant. Et le problème que donne Goodhart, c'est que dans tous les systèmes économiques des grandes puissances occidentales, on est incapable de donner de la valeur au travail manuel, etc., parce qu'on a pensé qu'il allait disparaître, et de fait il disparaît pas. Donc maintenant la question c'est de réinvestir symboliquement ces métiers-là, les métiers qui demandent des compétences autres qu'intellectuelles, d'une puissance sociale plus forte. Et on n'y arrive pas. On est incapable de faire ça. On essaye à tout prix depuis des années de revaloriser l'apprentissage en France, ça fonctionne pas. Pour rebondir, c'est vrai qu'avec la Startup Nation, on est rentré dans l'idée que tout le monde devait être start-upper, et en fait c'est un modèle entrepreneurial hyper élitiste, quoi. Enfin, en termes de profil social et de niveau d'études. Voilà. Donc à un moment donné, tout le monde n'a pas vocation à intégrer HEC et Polytechnique. Enfin, voilà, donc et la gauche française n'y arrive pas non plus. En fait, le souci, c'est que ce que souligne Goodhart a raison, c'est que énormément de boulot étant par nature ingrat dans la société de service, les gens font de plus en plus d'études,
d'études. Alors ils font pas tous Polytechnique et HEC, mais ils font quand même beaucoup plus d'études que leurs parents. On leur promet derrière ce nouveau titre scolaire une vie sociale qui va être revalorisée, un salaire plus important et un statut plus prestigieux. Or ils se retrouvent à travailler dans la grande distribution avec un bac, voire un bac plus 2. Donc effectivement cette méritocratie qui est une méritocratie des 1% en fait quoi, crée énormément de frustration. Et François Ruffin le disait ces jours-ci dans une des interviews que la gauche française avait perdu la jonction de ces deux socles, oui, ces deux exactement. socles électoraux. François Ruffin, dans une interview au Monde du 3 ou 4 novembre, je crois, insiste sur le fait que la gauche avait deux cœurs électoraux. C'est une sorte de mélange de deux cibles, les profs et les prolos, donc les éduqués et les classes populaires. Or, ce qu'il observe, à raison, à mon avis, c'est que ces deux cœurs de la gauche sont en train de s'éloigner l'un de l'autre, parce qu'en fait, une partie a subi de plein fouet la mondialisation et donc la rejette totalement, alors qu'une autre partie, les diplômés, les éduqués, n'est pas forcément dans la caricature de la mondialisation heureuse, mais en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas assez durement frappée pour avoir une réaction de rejet, notamment politiquement. Enfin, en tout cas, une partie comment voilà, ça arrive. On l'a vu dans la condition sociale des profs en ce moment. Ouais, et c'est vrai que quand Ruffin parle des profs, il parle plus. En fait, je pense qu'il parle plus globalement des professions intellectuelles, voilà, qui peuvent être déclassées en termes de salaire, en termes de niveau de vie, mais qui restent, qui est le fait de gens qui sont très éduqués. Et en fait, on voit que dans le système binaire à la Goodhart, ces gens-là, on les mettrait plus dans les partout que dans les quelque part, alors qu'une génération avant, ils auraient fait partie du socle électoral d'une gauche plus populaire, quoi. Autant sur la ligne de fracture de l'éducation, je trouve que David Goodhart a une analyse hyper intéressante, autant sur l'autre ligne de fracture, qui est notamment celle de la mobilité et de l'immigration plus particulièrement, moi j'étais assez en désaccord avec ce que je lisais, puisque en gros, il explique que les quelque part sont majoritairement contre l'immigration, mais pas du tout parce qu'ils sont racistes, juste parce qu'ils préfèrent vivre aux côtés de gens qui sont comme eux. Alors bon, comme eux, on va en discuter. Et dans son analyse, il évoque pas du tout des questions comme le suprémacisme blanc aux États-Unis qui a favorisé grandement l'élection de Trump. Il emploie jamais le terme islamophobie. Et il dit même, David Goodhart, qu'on dégaine trop souvent le terme raciste et que ça en est insultant et que ça perd tout son sens. Donc moi, c'est une partie avec laquelle j'ai été assez en désaccord. Elena Scabatici, tu peux nous dire ce que t'en as pensé? Alors, j'hésite encore, en fait, sur ça, parce que, par exemple, j'ai beaucoup de mal lorsqu'il conceptualise des choses comme nationalisme décent, parce que bon, nationalisme, c'est quand même un terme assez chargé, dans notre histoire contemporaine, et du coup... C'est quoi pour lui, le nationalisme décent, tu peux le définir? Oui, voilà, alors, le nationalisme décent, c'est, comment dire, il se base beaucoup sur la psychologie politique, notamment, pour appuyer ce qu'il entend par décent, et c'est l'idée qu'en fait un groupe social se constitue et est prêt en fait à défendre des intérêts communs à partir du moment où les ressemblances prennent le pas sur en gros tout ce qui nous écarte les uns des autres. Et donc il part de ce principe-là pour dire qu'un nationalisme décent, ce serait un nationalisme dans lequel on aurait une identité britannique retrouvée autour d'intérêts communs qui surmonteraient les différences ethniques, sociales, etc. Mais bon, moi je continue à avoir des réserves et en effet, à mon sens, c'est pas qu'il évacue le problème, mais disons que pour lui, c'est en gros, ce serait une espèce de radicalisation de la frange des quelque part les plus convaincus, quoi. Et donc, pour moi, ça reste un peu superficiel comme analyse. Je pense qu'on peut pas réduire ça juste à une radicalisation minoritaire. Voilà, c'est un peu léger. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jean-Laurent, mais... Effectivement, Hélène a dit qu'il ne parlait pas du suprématisme, du racisme. En fait, il en parle, mais lui, il essaie de sauver, dans les quelque part, la majorité du groupe. C'est ça, exactement. Il considère qu'il y a une minorité de 5 à 7%, il la chiffre quand même, il dit racistes, xénophobes, pur et dur, que dans l'électorat Trump, dans le Brexit et dans tous les partis, dans tous l'électorat populiste européen. Mais, et tout est dans le mais, il considère que à cette réserve près, une grande partie de cet électorat est plutôt un électorat. D'ailleurs, il y a des phrases assez hallucinantes au début où il dit que le populisme est devenu une sorte d'idéalisme en fait, et est devenu un peu l'idéalisme qui remplace le socialisme et que les gens votent contre leur intérêt, notamment la plupart des électeurs de ces partis. Ouais. Jean-Marie Potier. Pour rebondir sur
que dit Jean-Laurent, c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'il essaie de sauver une majorité du groupe Somewhere, et en creux, ça constitue une critique qui, pour le coup, est assez pertinente du comportement des élites politiques occidentales, qui détruisent verbalement souvent ces gens-là. Je pense à 2 exemples en particulier, qui sont Gordon Brown en 2010, qui perd les élections générales après avoir traité une électrice de son propre parti hors micro, enfin en croyant être hors micro, de femme sectaire ou fanatique, et Hillary Clinton, qui en 2016 avait déclaré, je crois, la moitié des électeurs de Trump appartiennent au camp des déplorables, ce qui veut dire quand même un quart de la population. Et c'est effectivement ce genre de comportement qui, on va dire, a poussé la gauche en partie à creuser sa tombe. Et après, l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, moi, par rapport à cette question de l'immigration, tout en étant tout à fait d'accord sur les critiques que vous avez formulées, puisque notamment le livre ne mentionne pas du tout l'aspect extrêmement clivant et violent de la campagne du Brexit, où il y a quand même une députée travailliste qui a été assassinée au cri de Britain First. Oui, mais voilà, mais par ailleurs, on va dire un argument de Goodhart que je trouve intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est que si on n'a pas une société qui intègre correctement, enfin qui fédère ou qui crée un sentiment commun, on ne peut pas avoir de consentement à la participation à la solidarité commune, de consentement à l'impôt notamment. Sauf que par ailleurs, cet argument-là marche dans les deux sens, c'est-à-dire que ça vaut pour la personne qui vient d'immigrer et qui doit avoir des droits et des devoirs dans la société, mais ça vaut aussi pour les membres de l'élite, les milliardaires qui, par exemple, pratiquent l'évasion fiscale. Sauf que ces gens-là sont peut-être moins visibles, c'est-à-dire, voilà, la personne que vous croisez tous les jours et dont vous avez l'impression qu'elle fraude la société, vous la voyez tous les jours, le milliardaire, il est loin. Alors, sauf que pour moi, du coup, cette perception du caractère presque communautaire des milliardaires, c'est quelque chose qui commence vraiment à émerger. Enfin, les Pinsons, Charlot, ils font un travail extraordinaire sur ça pour montrer que le communautarisme, c'est aussi chez les 1%, et c'est là que Goodhart est très intelligent, c'est qu'il poursuit cette réflexion-là en montrant que le rapport, en fait, de reconnaissance, il est réciproque. Alors, le bouquin se termine avec des pistes pour faire se rejoindre les partout et les quelque part. C'est vrai qu'aux yeux de Goodhart, on a l'impression que les choses sont souvent une question de dosage, de compromis, et qu'on va pouvoir réussir à réunir tout le monde. C'est plutôt optimiste. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura pas de révolution, Elena ? Alors, justement, moi, je trouvais ça, encore une fois, bon, je sais que je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'il dit, mais encore une fois, je trouve que il a saisi un point qui permettrait de nous sortir de cette espèce d'ultra-polarisation entre un petit peuple soi-disant raciste, xénophobe, qui aurait tendance à voter FN en France, et une élite ultra-mondialisée et tout. Il montre qu'en fait, en montrant qu'en fait les postures les plus radicales au final sont ultra minoritaires, il laisse la place à une sorte de compromis, d'équilibre, de balancier idéologique à créer entre une mentalité conservatrice et une mentalité libérale. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment assez convaincant. À un moment donné, il convainc notamment Karen Steiner, qui est une psychologue politique, encore une fois. Elle montre qu'en fait, notamment sur la question de l'immigration, on s'en sortira lorsqu'on sera capable, en fait, de convertir à l'ouverture les plus conservateurs en reconnaissant, à l'inverse, la nécessité non pas d'insister sur les différences pour faire nation, mais sur tous les éléments communs qui permettent de rassembler, d'accepter le système de redistribution, etc., quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent et très fin. Oui, sur le compromis, en plus, il fait quelques propositions qui sont assez modestes et assez classiques, par exemple la proportionnelle, mais c'est vrai que c'est pas un hasard si le cœur de son bouquin, c'est qu'il Brexit, c'est un référendum, c'est vraiment le système qui met face à face deux camps hyper tranchés, et c'est vraiment une machine à produire comme ça des camps qui se détestent, quoi. Et en France, potentiellement, on peut avoir ça un jour avec la présidentielle. Peut-être dans 3 ans, peut-être dans 8 ans, on aura peut-être un affrontement à 50-50 entre les Somewhere et les Anywhere. On va finir cette émission avec les notes que vous mettez à cet ouvrage. Donc, on a fait un système de notation avec Jean-Laurent Casselli. On va vous demander une note d'adhésion. Donc, en gros, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la thèse du bouquin? Et une note d'importance de ce livre-là à vos yeux. Est-ce que c'est important de l'avoir lu ou est-ce qu'on peut s'en passer? Elena? Moi, j'ai mis 15 en adhésion et juste 18 en importance. Pas mal. Voilà. Moi, je suis très légèrement en dessous, mais pareil, je trouve ça un livre très intéressant. Je mettrais 13 en adhésion et 16 en importance. Jean-Laurent? Moi, je vais mettre 17,5 en adhésion et 19 en importance. Ah ouais, encore plus que moi, du coup. Bon, moi, je suis un peu moins en adhésion. Je mettrais seulement 11, mais quand même 15 en importance. C'est vrai que c'est un bouquin très éclairant sur notre époque et on vous conseille vraiment de le lire. Un bon débat, ça a un début, un milieu et une fin. Là, c'est la fin de notre premier épisode de Poire et Cahuète. Merci Elena Scappaticci, merci Jean-Marie Potier d'y avoir participé. On remet ça bientôt autour d'un nouvel épisode.
Retrouvez Poire et Cacahuètes sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.